Merci pour l'attention. Je me présente, je me sens aujourd'hui à ce moment un peu comme le pharmacos positif. Je m'offre quelque chose, je ne sais pas, maintenant pour quelque chose entièrement différent. Et je dois commencer par dire quelque chose d'important. Je voudrais commencer en disant un grand merci à Caroline et Bernard de leur hospitalité et de l'invitation de Bernard, et évidemment pour le stimulus merveilleux que l'école a déjà produit pour moi pendant les 2 journées passées. Je suis honoré de faire partie de cette Académie de l'été vraiment incroyable. Et j'ai vu avec le plus grand intérêt le livre le plus récent de Bernard, État de choc, de 8 février 2012. Je crois que État de choc est dans un contexte stiglérien le livre à venir. La recherche dans bêtises et savoir du XXIe siècle, son sous-titre, les effets économico-politiques dans la culture en général et le genre de bêtises, stupidity, pour Avital Ronel, qui est seul et unique aux humains. Ces pensées sur notre société hyper-consumériste, pulsionnelle, addictogène, qui, comme dit Bernard, je cite, conduit à la ruine économique et politique planétaire, fin de citation, a pour moi fait des connexions très fortes aux quelques artistes et écrivains sur ce thème et leurs implications, leurs enjeux. Bernard a dit quelque chose des implications pendant les questions après son présentation. Et ce que je veux dire maintenant est quelque chose sur les implications, je crois, très très profondes sur les thèmes de l'état de choc. Je pose ici un entracte. Ma petite présentation peut être vue comme coda musical, j'espère. État de choc. Un 10e chapitre, peut-être si je peux être présomptueux, car mon intérêt ici est dans la ruine elle-même, et moins dans ses manifestations. À cet égard, peut-être je veux être un peu platonique. J'assume beaucoup de familiarité ici avec l'œuvre de Bernard et de Platon, et alors, autonome comme monument et ou moment ou instant, instantanéité, c'est-à-dire l'art et la poétique de la ruine, spécifiquement aujourd'hui chez Artaud et Blanchot. Mais enfin, je commence avec Derrida. La ruine est la mémoire ouverte comme un œil, ou comme la trouée d'une orbite osseuse qui vous laisse voir sans vous montrer du tout, pour ne rien vous montrer du tout. Dans notre monde hypertechnologie, nous sommes très familiers avec un vieillissement omniprésent, ubiquitous obsolescence, comme Bernard a dit, né dans le 19e siècle, mûri dans le 20e siècle, qui a explosé évidemment dans le 21e déjà. Comme Bernard a affiché dans divers travaux, ce phénomène a été choquant à nous en tant qu'espèce. Notre évolution mentale et psychologique est plus et plus en retard relativement à cette hyper-évolution du monde technologique qui augmente et peut-être supplantera le nôtre. Ce qui maintenant s'appelle Anthropocène, l'âge de l'évidence de présence de l'humain sur Terre, est de plus en plus et radicalement en question. C'est choquant, je crois. Puisque ma formation, s'il y en avait une, était dans les arts et pas dans le philo, je voudrais essayer ici quelque chose qui pose l'image et le concept dans la forme d'un petit dialogue entre l'image
qui se présente comme monument, et le concept se présente comme moment, instant, ou, conceptuellement, instantanéité. C'est-à-dire que notre dilemme, selon moi, est vraiment entre la technique comme présentation radicale de l'image et le temps comme on peut dire le concept. Si la création des images est, comme nous avons écouté, une question d'autonomie, sinon de l'automate, et si, comme pour Deleuze, l'événement est la pure réserve, c'est l'événement qui est une fonction du temps, d'une momentarité. Et alors, dans la petite expérience qui suit, je voudrais dire que si les processus du temps sont ruinés par le sublime chez Artaud, par la force d'individuation chez Blanchot, les conditions pour quelque chose vraiment destructeur se présentent. Ça, selon moi, c'est l'implication de l'état de choc. Voilà. Ce sont un choc sur de nombreuses formes, c'est aussi vieux que la pensée humaine conceptuelle, socialement, militairement, esthétiquement. Les humains ont été choqués par ce vieillissement, c'est-à-dire par changement, depuis notre émergence sur les plaines d'Afrique centrale et l'émergence des techniques agricoles, les armements d'une puissance et sophistication croissante, en effet du fond épistémologique et ontologique par lesquels nous comprenons la vie elle-même, a été sujet à la répétition perpétuelle et régulière des sautes choquantes. Mais il est seulement depuis le début du XIXe siècle, je propose, que nous avons senti le choc du nouveau en la forme actuelle. Depuis le début de l'âge des révolutions, des vraies révolutions, comme centralement la révolution industrielle et donc technique. Bernard a dit beaucoup au sujet de ce choc, qui n'était pas seulement un choc industriel ou technique ou économique, sans doute, mais aussi littéraire. Pensez à la révolution romantique hors de l'Afklaron, et en général artistique et bien sûr esthétique, un terme revenant, nostalgiquement réinventé en 1756 par Baumgarten pour définir les règles de l'art et du goût. Pensez de la progression pour le développement des toiles de Turner, par exemple, sans compter la bombe de Nicéphore Niepce en 1826, l'invention de la photographie qui a choqué et changé le monde de l'art et de la technique. Si on a essayé de comprendre les complexités de l'iPhone, on comprend le choc de la nouvelle tout trop bien. Chaque fois que je l'approche, je me sens comme une relique moi-même. Mais il y a aussi un choc de l'antique. Nous sommes toujours choqués collectivement par les reliques, les objets, l'évidence de l'émergence, de leur développement de l'humain, des civilisations passées, etc. Les ruines sont les marques et traits des pays et gens inconnus, inuits. Chaque nouvelle grotte, Chauvet, les falaises sud-africaines, etc., nous étonne encore une fois. Notre fascination avec les ruines, avec des ruines, stimule sans fin notre sens de mystère, de magique, de nostalgie. De la mystère comme quelque chose d'inexprimable, étrange, apparemment de l'au-delà de notre monde actuel, de la magique comme quelques passages vers telle puissance pas disponible dans notre monde quotidien que nous ne pouvons ni contrôler ni comprendre, mais qui sont, comme dans un autre, mais pas très distant sens, est la vérité même de Platon peut-être, plus réelle que les phénomènes du monde de nos sens. De la nostalgie, nostos, retour, et algos, douleur,
c'est-à-dire la douleur de notre aliénation et incapacité de retour au passé éloigné. Nostalgie pour une mémoire culturelle plus ancienne que notre conscience collective, que nous partageons maintenant à ce moment, le 21 août, sans savoir, avec les savoirs du passé qui sont encastrés dans notre lézard cerveau, une sortie de nostalgie flottante. Mais il y a des autres aspects du choc de l'antique. Par exemple, cette preuve irréfutable des changements et les changements dans notre culture, notre monde, notre corps. Il n'y a aucune meilleure réfutation pour l'idée de Parménide que tout changement, toute modification n'est plus que illusion et l'erreur qu'un crâne antique. Si nous sommes égaux, par exemple, les ruines sont l'évidence matérielle de l'existence même de l'histoire, de la passage du temps et de dialectique qui, depuis Platon, a marqué ce passage et sa relation à la vérité. Dans le cadre de cette dialectique, les ruines sont l'articulation de la puissance des distinctions comme ordre, désordre, organicité, affaiblissement, etc. Nous devrons revenir à une certaine problématique des distinctions de ce type. En anglais, un des mots pour ce sens des ruines est « decay », qui est un homonyme, heureusement, pour le grec « dike », si important pour le sens platonique de justice. Le choc ruiné est le signe de l'énigme de continuité et discontinuité, brisure, rupture, étrangeté. Et peut-être, plus important que tout le reste, les ruines et le choc de l'Antique sont la base pour notre compréhension et réaction à la mort. Le mort aussi, le corps. Et d'après Freud, la pulsion de mort qui, nous devons souvenir, est quelque chose nécessaire pour la vie, mais déterminé par l'expérience, précaution, prudence. Enfin, les ou des ruines sont les corrélatifs objectifs, pour voler une expression de Tom Eliot, pour beaucoup des états psychologiques et psychophysiques, pour ne pas dire historiques. C'est pour dire qu'on pourrait philosopher les ou des ruines et leur choc de plusieurs manières. Mais dans le monde moderne, il n'y a rien peut-être plus choquant que la ruine elle-même. Même si la ruine est la condition à la base de les ruines, la ruine est en fait quelque chose entièrement, je crois, différent, entièrement autre. C'est un concept au-delà du concept, entre actif et passif, condition et performance, entièrement dans le royaume de l'idée. Néanmoins, elle a une puissance unique, je crois. Mes sujets centraux aujourd'hui seront la ruine et le choc, leur art, leur politique et l'art de leur poétique. Ou plus précisément, l'art de leur poétique, l'art visuel et l'art littéraire, c'est-à-dire synesthétique. Je voudrais montrer ce que je veux dire avec deux modèles ouvrages, un visuel et l'autre littéraire, qui sont, je crois, les corrélatifs objectifs de la ruine. Et ici, je voudrais me référer à mon premier modèle pour l'art et la politique de la ruine. C'est un artiste qui est deux artistes, deux peintres de Metz, qui est arrivé à Naples pendant les premières décennies du XVIIe siècle et qui ont produit ensemble beaucoup d'étoiles très mystérieuses et très puissantes. Ces deux peintres, Didier Barra et François de Nomé, se sont appelés Monsu Desiderio. Voici plusieurs de leurs scènes.
la destruction de Sodome, qui présente une roue où s'alignent des édifices fasteux d'une même couleur dorée qui appartiennent à peu près à toutes les époques de notre civilisation depuis l'Antiquité classique. Certains d'entre eux sont déjà effondrés, en partie tandis que deux belles colonnes corinthiennes basculent dans le vide. Sont en train de basculer dans le vide. C'est le point. Dans l'ombre protectrice d'une colonnade déjà ruinée, oh, c'est terrible, mais là, ruinée, les deux colonnes corinthiennes, les petites foules, un groupe de personnages en costume du début du grand siècle semble discuter de l'événement autour d'un personnage barbu et sommement vêtu. Un acolyte, Job, un prophète, on ne sait pas, mystère. Voici l'explosion dans une église. Dans la haute nef des colonnes se brisent, les statues gothiques vacillent dans leurs niches et se renversant, des flammes jettent les lueurs éblouissantes et les personnages présents dans l'édifice assistent impuissants à cette catastrophe. Ces images sont choquantes, je crois. Plus choquantes que Michel Onfray affirme dans son essai court publié par le Livre de Poche sur ces toiles, intitulé « Métaphysique des ruines ». Il propose que les images de Monsignor Desiderio sont les allégories du fin du catholicisme romain. Que quand, par exemple, cette église effondre, c'est le symbole de l'effondrement de la contre-réforme et enfin le résultat de la vanité. Oui, bon. Mais je crois qu'Onfray a manqué quelque chose ici. Les images, je crois, de Monsignor Desiderio ne sont pas seulement ou simplement ecclésiastiques, pas iconiques, monumentales, et ils sont dynamiques, actifs. Les murs, les colonnes, les voûtes sont en train de tomber, soit en cours de chute. Ces images, essayons de saisir pour la première fois cette dynamique d'action, passant au-delà des ruines vers quelque chose de plus vaste, plus essentiel, la ruine même comme concept et processus éternel. Jamais, jamais avant Monsignor Desiderio, jamais avant lui et eux, au même temps, est-ce que quelqu'un a essayé à présenter ce processus quasi cinématographique dans lequel le temps est arrêté comme dans une photographie. Il n'est pas ici seulement les cités, les églises, les monuments qui sont fragiles. Ce poétique de la ruine déclare qu'il n'est pas seulement l'anthropocène qui est fragile, mais que toute forme se repose sur une dynamique inhérente de la ruine. Je propose que ce qui est allégorique ici est beaucoup plus profond que l'histoire de l'Église catholique ou de l'Église même, ou même des bâtiments grecs ou romains, mais de tous, sans exception. Il y a dans les peintures de Monsignor Desiderio, ce prière singulier, le sentiment pas simplement du jugement dernier, mais d'une fin du monde. Il y a dans la plupart des tableaux de ce peintre qui a exercé à Naples quelque chose de rare et même d'inouï. Les architectures qu'il construit avec un soin plastique renforçant l'étrangeté de sa mise en scène. Un autre. Les gens tombent comme les bâtiments. Une colonne en train de tomber. Toujours. Peut-être plus apocalyptique, cette image, sans personnage, dans laquelle il semble que le monde entier est vide. Regardez les bâtiments à l'arrière-plan, certains
frontaliques, certains en train d'exploser, et les voûtes ruinées dans le premier plan, déjà tombées ou maintenant tombant. La seule figure, une statue de marbre, observe la scène de destruction. Alors que ses prédécesseurs de la Renaissance délivrent leur vision à la cité idéale, Montsu Desiderio c'est plus à en montrer la disparition apocalyptique de tous. Mais il a été vite oublié et très vite on s'est désintéressé de ces bizarreries esthétiques. Il faut en fait attendre André Breton qui a redécouvert le monsieur et ses images étranges et énigmatiques pendant les années 20. Pas une grande surprise en vue des thèmes surréalistes de rêve, l'inconscient, l'irrationalité, la menace. On peut voir dans ces tableaux d'interrogation des récits visuels, émotifs, intellectuels, le vrai concept, je crois, de la ruine, au-delà de la surréalisme. Le deuxième modèle que je voudrais brièvement mentionner est Shelley. En forme de sa poème remarquable, le sonnet Ozymandias. Encore, elle s'intéresse pas une ruine, mais pas beaucoup plus. Voilà, et je le lis. I met a traveler from an antique land who said, "Two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptor well those passions read which yet survive, stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. And on the pedestal, these words appear, 'My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair.' Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away." Et j'ai eu la témérité pour offrir ma propre traduction. Oh, c'est à droite, c'est invisible. J'ai rencontré un voyageur d'un pays antique qui a dit « Deux jambes de pierre vastes et dépourvues de tronc se tiennent dans le désert. Auprès d'elles, sur le sable, à moitié enterré, se trouve un visage fracassé, dont le front renfoncé et lèvres retoussées et ricanement d'autorité froide racontent que le sculpteur lut ses passions bien, qui survivent encore, embouties sur les choses sans vie, la main qui les a rayées et le cœur qui nourrit. Et sur le piédestal, ces mots apparaissent. « Je suis Ozymandias, roi des rois, regardez sur mes travaux, ô puissant et désespéré. » Rien d'autre demeure. Autour des décombres de cette ruine colossale, son bord est vide, les sables plats et solitaires s'étendent au lointain. Pardon, la traduction. Je crois qu'il est seulement si on contemple pas seulement les mots de Shelley, mais aussi leur forme ici, qu'on peut comprendre ce qui, dans la poésie et le poème ici, ce qui dépasse une version de désir romantique. On doit remarquer ce que nous avons écouté ici, un récit dans un récit, dans un autre récit encore, 3 niveaux de récit, chacun encastré dans le précédent comme les paragons chimériques, tout technique. Comme les images de Montsu Desiderio dans les mots et les images de Shelley, la ruine est elle-même omniprésente, omnipotente, profonde. Le récit visuel de Montsu et littéraire de Shelley est, pour inventer un mot, décombré. Mais on doit passer beaucoup plus loin que ça, je crois. Le choc
reste intellectuel. Ni Desiderio, ni Shelley n'ont dépassé, transgressé leurs limites, transgression qui caractérise le choc et la politique de la ruine moderne, selon Bernard. Nous devons nous déplacer à de nouveaux modèles, je crois. Et ironiquement, pendant le siècle de l'arrivée de l'hypertechnologie, ce qui caractérise les nouveaux modèles est précisément leur interrogation des formes et leur rejet de techniques. Pas plus de centralité de compétences, de skills techniques, mais de non ou même anti-techniques. Plus de techniques dans la culture généralement, moins de techniques dans l'art. On peut dire que l'art contemporain est construit sur la ruine de la technique. C'est ça comme un aphorisme pour l'art contemporain, je crois. C'est vrai pour l'art visuel, littéraire et pour la musique déjà aussi. Pour moi, les grands exemplaires de cette interrogation, cet renversement, sont les images et la poésie d'Antonin Artaud et les textes de Maurice Blanchot. Je voudrais dire quelque chose de chacun, des modèleurs de la ruine et de la technique, c'est-à-dire qui n'osent pas finir avec, ou au moins à questionner la technique. Ça, c'est le dernier pas, je crois. Peut-être le pas au-delà du choc de la politique de la ruine. Voilà le choc de l'antique. Le vrai choc et le saut au-delà de la forme commence avec les nouvelles formes de l'art, de la pensée et des techniques pendant le XIXe siècle. On peut remarquer, si on est familier avec cette image de 1826, le premier photographie qui est avec succès de Niepce. Il y a un bâtiment ici avec la lumière. Il y a un bâtiment ici avec lumière. C'est impossible, totalement pas naturel. Et évidemment, la solution est qu'après, il a enlevé le petit cap de caméra. Il a pris 8 heures à enregistrer l'image. C'est-à-dire pendant toute la journée, le soleil a passé, pendant le matin, ici, soirée ici. C'est quelque chose entièrement technique. Et pendant la journée, il peut lire, il peut prendre un petit randonnement dans le village, etc., pendant l'image arrive. Et on connaît que pendant le XVIIe siècle, le processus a inventé beaucoup de choses restent de fin du XVIIIe siècle, mais la technique à fixer l'image n'a pas inventé. C'est avec Niepce que ça, c'est-à-dire le commencement de, comme on dit, la photographie. D'accord. Voilà. Techniquement, on peut dire que le monde a changé avec cette image, je crois. Conceptuellement, un phénomène très important est arrivé avec, je crois, Nietzsche, et avec, après, Raymond Roussel et Van Gogh, et après, Artaud surtout. La folie, ou au moins la déraison, est redevenue ou commence à redevenir ce qu'elle était au XVe et XVIe siècle, c'est-à-dire un phénomène de civilisation extraordinairement important. Et de même que la folie avait été au XVIe siècle, début du XVIIe siècle, chargée de porter en quelque sorte de vérité, de l'exprimer dramatiquement, eh bien, il semble que maintenant la folie retrouve un peu de cette mission. Et après tout, une part de la vérité contemporaine, de la vérité de la culture contemporaine, a été proférée par des gens qui étaient à la limite de la folie et qui faisaient de la folie l'expérience la plus profonde, comme Artaud. J'ai cité Foucault là. C'est l'héritage, je crois, de Nietzsche
pour avoir fait une distinction entre le sujet et le signifié, la connaissance et la vérité. En exposant l'absence d'une origine de la connaissance, il a exposé l'absence de vérité dans la connaissance. Nietzsche inversait dans le projecteur le néant inhérent à la connaissance qui est constitutif d'une vérité à l'extérieur de la conscience scientifique. La vérité peut prendre beaucoup de formes et un d'être ceci est la vérité poétique que Nietzsche envisage d'être tout près de la vérité absolue, qui est la vérité de l'absence de vérité au centre de la conscience scientifique. Nietzsche dit que la volonté au néant retourne finalement contre lui et devient créative et réestime toutes ses valeurs pour réchapper de la mort. Il faut montrer que le néant à l'extérieur de tout, pour faire celui-ci, doit présenter une fente dans la continuité symbolique des choses, une interruption systémique, dynamique, je crois. Les énergies inconscientes ne peuvent pas que s'attacher aux objets externes afin de transformer en désir. Si les énergies inconscientes se retournent contre le sujet et le sujet devient autodestructif, s'aveuglant au symbolique, s'ouvrant ainsi jusqu'au néant dernier, comme on dit, cela, en choisissant, ne voit rien. Le rien, la ruine, ça c'est l'implication, je crois, finale de l'état de choc. Dans ce contexte, on peut dire que Antonin Artaud, autoportrait, n'est pas seulement le poète de la ruine, mais littéralement le poète choquant et choqué de la ruine. Artaud a appris anti-institutionnalisme, anti-établissementisme. Les autoportraits ici profondément sont dans ce registre. Et de son jeunesse, beaucoup des maladies, beaucoup des institutions médicales, cerveau troublé, plus des institutions, plus de 60 électrochocs dans plusieurs institutions durant toute sa vie. On comprend de son attitude vers les psychiatres, les hôpitaux, les institutions en général, institutions politiques, médicales, etc. Bien sûr, choquant. Mais ces expériences bien choquantes ne sont pas plus que la surface, je crois, de ces explorations de l'art et la politique de la ruine. Peut-être Artaud a passé plus profondément que n'importe qui dans les implications de la ruine. Il a compris que la ruine est inhérente dans les institutions et leur politique. Un autre, tous autoportraits. Et aujourd'hui, j'édite le cinéma de Artaud, les moments mouvants, comme on dit. On peut trouver beaucoup des exposés d'elle sur le web et dans les autres textes. L'art d'Artaud a commencé comme technique, les petites toiles, le commencement des années 20, comme ça. Les portraits, techniquement excellents, je ne peux pas le faire. Comme ça. Mais tout dedans, dans les institutions, ça c'est Artaud un peu plus tard dans sa vie, avec le commencement des électrochocs et la réaction à l'institutionnalité, quelque chose est arrivé pour lui. C'est-à-dire les relations entre lui et la technique a changé. Et au commencement, il a utilisé les petites notebooks de l'école pour les dessins, pour les textes qui sont, comme William Blake, qui sont jumelés toujours, plus et plus des textes et les images. Ici, il dit le théâtre de la cruauté. Les casquettes, les corps,
toujours avec les yeux beaucoup ouverts, mais ruinés toujours. Voilà, quelque chose comme ça, les siglum, toujours les petites choses magiques. Artaud a considéré que chacun des images était quelque sortie de sort, en anglais de spell, quelque chose de magique. C'est très intéressant le mot sort en français. Voilà. Beaucoup des autres sorts. Et plus le papier est ruiné. Maintenant, avec le café, le thé, quelque chose d'autre, quelques liquides, c'est-à-dire les palimpsestes des puissances du dehors qui ont invasi la surface de le texte. C'est-à-dire qu'après, les images commencent à être monstrueux. Avec les textes dedans, Artaud lui-même, avec le cercueil dans la tête, comme le cuir, et le texte toujours autour, l'allégorie. Plus et plus. Plus et plus ruiné. Texte, images jumelées. Les yeux plus et plus profondes, plus et plus sombres. Jusqu'au, enfin, on arrive à quelque chose comme si, le siglum, les images, un peu de texte, et toujours le texte qui inclut son nom. Très important pour Artaud, le nom Artaud. On dit pourquoi. Et enfin, on arrive au subjectile de Paul Thévenin et Jacques Tardieu qui a produit les images et le texte sur le subjectile mot de Artaud, inventé par Artaud. C'est une image de Artaud à Rodez avec le stylo. Et toujours avec le stylo, il a percé, pas réellement, mais en effet, percé le dos. Comme si, voilà, toujours, quand il a parlé, il a poussé les mots avec le stylo. C'est-à-dire comme le corps est vide. Il doit pousser ici pour produire les mots là. Incroyable, incroyable. C'est-à-dire qu'il est quelque sorte de corde raide entre la force de loi peut-être fort, et quelque chose qui arrive après la force qui est langage, image, etc. Les choses techniques. Technique ici. Et entre, rien. La ruine. Rien propre, c'est-à-dire. Ça, c'est le subjectile, le commencement de subjectile entre sujet et projectile. Et après l'invention du subjectile, quelque chose d'autre a commencé à arriver aux images. La ruine du support même des images était ruinée. On peut voir, par exemple, ici. Ça, c'était le fauteuil d'Artaud à Rodez, plein des trous avec le stylo. Sont tous les trous dans le fauteuil. Et des millions des petits trous. J'ai oublié ma place. Non. Et voilà. L'écriture et la pensée d'Artaud déconstruit toute identité subjective, je crois. Qu'il s'agirait pour le poète de penser la possibilité d'une généalogie sans sujet présupposé, sans nom assigné ni corps propre, les mots de Artaud, mais il n'en est rien. C'est sa chute dans le vide, il dit. C'est-à-dire dans la folie, évidemment, épisode sur lequel l'auteur reste étonnamment silencieux, par exemple, qu'il a exproprié de son homme, de son corps, de son moi. On sait qu'à la Cyle, le poète ne signe plus que du nom de jeune fille de sa mère, Nalpas, Artaud et Nalpas, où l'on peut aussi entendre ressonner le nom de celui qui n'a pas. Pardon. C'est alors qu'il déclare après,
je ne suis rien ou je suis de la merde. On doit se souvenir que le processus de subjectile produit les mots, mais les mots et le merde, c'est les deux résultats du même processus de force. C'est-à-dire que tous les mots sont merde. Et je suis de la merde. Sa guérison amorcée à Rodez, c'est-à-dire son retour à l'écriture, coïncide en revanche avec la possibilité reconquise de signer son propre nom. C'est après une période de nalpas. On pourrait d'ailleurs montrer que la plupart des glossolalies écrites entre 1945 et sa mort à 1948, le poète consiste à une interminable variation rythmique sur le nom propre d'Artaud, qui devient ainsi la matière première et l'enjeu du poème. Cette dimension directement subjective de son écriture, cette autoréférence constante à un nom propre, à un sujet capable de dire « je ne pouvais échapper à une lecture aussi attentive que, voilà, moi-même ». Mais il obstine y avoir une désappropriation du sujet ou du moi. Quand j'écris, je ne me réfère à rien qu'à moi. Il faut entendre ce moi dans son devenir et surtout dans son devenir autre. Ce qui revient à effacer toute démarcation entre la folie et la guérison, entre l'œuvre à venir et l'absence d'œuvre. Ce qui égare ici auteur, c'est cette doxa contemporaine, cette orientation égocide, comme on dit, partagée à différents degrés par Deleuze, Foucault, Derrida, etc., qui considère toute référence à un moi, à un nom propre et une identité subjective comme une imposture, une illusion métaphysique qu'il importe de dissiper. En appliquant cette grille de lecture à la pensée d'Artaud, on s'expose à méconnaître complètement les enjeux de son combat contre la folie. Quant à l'énoncé où il affirme entre mon père, ma mère, mon fils et moi, c'est moi d'Artaud, il ne faut pas y entendre avant tout l'irréductible insistance d'un et moi qui résiste à toute tentative de déconstruction, comme dit Serge Morgel. Selon Artaud, quand l'artiste produit le travail, la puissance des idées originelles et des émotions inspirantes, le travail est perdu. Le travail est une représentation pâle, anémique de l'originel à penser, qui est pour toujours perdu pour le spectateur quand l'objet d'art ne peut pas contenir ou communiquer l'urgence spirituelle, sensuelle, comme on dit, de l'artiste dans son objectif matériel instantiation. Instant encore. Nous rencontrons cette compréhension de l'artefact qui est tout à fait commun dans les cercles philosophiques, dont par exemple Derrida et Nietzsche. L'objet complété, achevé d'art représente toujours les ruines momifiées par Artaud de l'expérience vécue, passionnée, émotionnée de l'artiste. Ainsi, le nouveau cinéma d'Artaud, pour mentionner, a essayé de conserver et de retenir le pouvoir et la primauté du processus de pensée créatif, esthétique, en évitant la représentation directe de réalité matérielle dans ses films. Il a cherché à mettre en œuvre une méthode pour produire le film comme artefact qui a simultanément conservé l'énergie et la primauté de l'original à penser des processus. C'est pour lui le métaphysique. L'Artaud d'Artaud fonctionne sur la corde raide, comme on dit, comme pour Nietzsche, dans Zarathustra, entre le matérialisme et son absence, le consciente et inconsciente, la fiction et la réalité, et le processus esthétique et l'artefact
formel et formé. Le type de cinéma prévu par Artaud engendre le sapement actif de structures filmiques en philosophant la perturbation du texte, en jetant les signes des codes, le système entier de signification dans un état de désordre. Artaud a voulu se casser le tenue du film narratif sur le regard fixe du spectateur et la conscience par une marque de cinéma. Il est très triste que nous avons perdu marqueur, qui préservait l'émotivité, la passion du processus créatif dans le vers l'artefact. Tout correspond, il dit. Et voilà les images ici de subjectives. Ce qui a commencé avec les électrochocs quand on était adulte était le ruine du support. Toujours, il a trouvé quelques méthodes à produire ici le passe-partout, c'est-à-dire le vide. Et le vide a commencé par ceci et avancé un peu plus, un peu plus, un peu plus. Antonin Artaud, créative, 2 pages brûlées. Et voilà. Je crois que c'est incroyable. Voilà. Artaud apprend, n'appelle pas à la destruction de raison par l'imaginaire, mais une affirmation de l'autodestruction de la raison sur la route de l'autocréation, qui est automanique. Pardon. Artaud est toujours dans la poursuite d'une connaissance accessible et inconcevable, et il sait que, comme il essaie de le donner une voix, il se déplace loin d'être vers cela en même temps. Ce mouvement de l'action et l'intention dans ces directions opposées, c'est-à-dire ce qui retournant lui-même de désir, c'est une pensée d'Artaud, ce sont avec son corps, mais ne peut pas exprimer par des formes d'articulables. Artaud fait l'inarticulable visible et les absences dans le subjectif. Pour Artaud, l'inspiration infinie n'est pas tirée de ce qui est présent, mais du rien. Et pas seulement de vide évident, les trous dans le papier, mais d'une absence plus subtile, plus misérable, derrière ou sous les mots et les images, les trous inclus. C'est-à-dire que l'inspiration pour Artaud est chimérique, un sort. Ainsi, les 2 noms les plus utilisés par Artaud pour se décrire. Artaud, c'est-à-dire art zéro. Pas d'Artaud, pas de l'art. Et artolabime. Art au labime. Beaucoup des grands jeux, mais toujours les grands jeux qui sont écrits sur l'abîme, sur le gouffre du sens, peut-être. L'inspiration, souffler, respirer, est un genre de rien pour Artaud. Rien à dire, rien à voir, ou avoir rien, ce que Blanchot a nommé désœuvrement. Artaud a écrit à Rivière, par exemple, abstraction totale, de gaspillage total. Je n'ai rien plus, pas de travail, les quelques déchets que je vous ai envoyés étant les restes de ce que je pouvais récupérer du vide infini. Les poèmes, les dessins selon Artaud, nous connectent à des états mentaux plus clairs par lesquels la mort, c'est-à-dire le néant, s'exprime. Les dessins sont volontairement bousillés, jetés sur la page avec mépris, détruisant ou ruinant les formes et les traits. Les dessins, les subjectiles sont la ruine du sujet, de l'art et de l'homme.
la maladresse pathétique des formes, comme il dit, la politique de la ruine, du rien, de l'abîme d'Artaud, comme la politique, je crois, de Nietzsche, est le rejet de la politique pour quelque chose d'autre, de l'autre, entre texte et image, l'actif et le passif, vers un espace, ou plus proprement, une instantiation choquant et ruiné, texte et dessin désastreux. Et quand on contemple le désastreux, on ne peut pas éviter Blanchot, pour qui la politique de la ruine est entièrement focalisée sur le désastre. Convenable. Et évidemment, les rédacteurs des Folies Essais sont en accord. Voici la couverture de le livre à venir qui inclut un essai très intéressant sur Artaud, qui, comme les douzaines d'essais courts que Blanchot a publiés sous le titre « Chronique Recherche », Blanchot avec Lévinas, et aussi Blanchot avec Lévinas, les trois images de Blanchot, qu'il a publié dans le NRF en novembre 1956. Ici, Blanchot dit que la poésie d'Artaud est une espèce d'érosion essentielle à la fois efficace et la pensée, produite par sa perte centrale, c'est-à-dire que Artaud peut sauver sa pensée en tant qu'elle est perdue. Ce que Blanchot appelle un pouvoir dans ses textes artaudiens résulte en ce vide que son œuvre, l'œuvre d'Artaud, naturellement ce n'est pas une œuvre, va exalter et dénoncer qui n'est pas la plénitude de l'être, c'est la lézarde, son nom, lézarde cerveau peut-être, la lézarde de la fissure, l'érosion et le déchirement, l'intermittence et la privation rongeuse, cette manque vivante qui rend la vie défaillante, insaisissable et inexprimable, sauf par le cri d'une féroce abstinence. Cet vide actif de Blanchot, et le vide actif qu'il a fait à Artaud, est toujours un combat, il dit, avec l'intimité de rupture et de déperdition où il n'y a ni vie ni pensée, mais le supplice d'un manque fondamental à travers lequel s'affirme déjà l'exigence d'une négation plus décisive. Blanchot dit que, pour Artaud, ce qui est à penser est dans la pensée ce qui se détourne d'elle et s'épuise inépuisablement en elle. L'art poétique et visuel d'Artaud est sa secrète, Blanchot dit, anti-pensée, anti-écrire, désastreuse. Ce sont des implications, je crois, du désastre choquant dont et pour Blanchot. Mais il est bien connu que son choc personnel était institutionnel et politique. En 1944, Blanchot n'était pas tiré par un peloton d'exécution nazie miraculeusement. Blanchot nous dit que cet événement a changé son sens de la vie. Après cet événement, il dit qu'il a habillé une autre vie après sa mort. C'était arrivé de ce qu'il a nommé « autre nuit ». Et après la guerre, son écriture a changé aussi, a pris un pas au-delà, commençant en 1947. Il a écrit seulement les écrits, pas plus des nouvelles, etc. Fragments, textes ruinés. Et après, Blanchot a fait une distinction claire entre deux genres d'écriture et la pensée qu'il a désignée comme radicalement différente, l'écriture politique et poético-littéraire. Et il dit dans l'écriture du désastre que le philosophe qui écrirait en poète viserait sa propre destruction.
La philosophe qui met tout en question achoppe à la poésie qui est la question qui lui échappe. Voilà la poésie dans la philosophie, comme toujours chez Blanchot. Qui sait que Blanchot a écrit beaucoup de choses politiques pendant les années 30, a quitté le monde politique après la guerre et avec la communauté inavouable en 1983 jusqu'aux les intellectuels en question en 1996, il a réengagé avec la politique, mais en fait, puisque tout son œuvre est engagé, en fait, Blanchot n'a jamais quitté le monde politique. Son engagement a transformé quelque chose directement politique à l'indirect. Son œuvre, le silence dont il a cerné dans la vie, sa poétique exigeante, ont fait de Blanchot soit une figure mythique, gourouesque, ou soit ennemi public ou simplement énigme ennuyeuse. Mais la réponse jamais sans passion, parce que Blanchot, comme l'obscur Thomas, était un lecteur pointu des mots et de la culture en général. Il dit dans l'espace littéraire que l'écriture, c'est entrer dans la solitude où menace la fascination. C'est passer du je au il, de sorte que ce qui m'arrive n'arrive à personne. C'est anonyme. Parce que ce qui arrive, est la ruine de l'œuvre. L'œuvre immédiatement se défaite et Eurydice se retourne à l'ombre, ainsi trahit-il l'œuvre, c'est-à-dire évidemment. Mais ne pas se tourner, il dit, ce ne serait pas moins trahir, être infidèle à la force sans mesure et sans prudence de sa mouvement. Il n'est pas un monument. L'écriture du désastre, pour Blanchot, commence avec l'écriture du désastre de 1980, c'est-à-dire de son dernière période, directement avec les états de choc. La première phrase de ce livre est « Le désastre ruine tout en laissant tout en l'état ». The disaster ruins everything while leaving everything unchanged. En l'état. Mais beaucoup d'essence de l'état ici, comme pour Bernard. Pour Blanchot, la politique de la ruine est ce qu'il appelle la rupture avec l'astre. Désastre. La violence de notre espace notrie, hors de l'ordre cosmique, exposé à ce qui se dérobe dans une fuite immobile à l'écart du vivant et du mourant, hors expérience, hors phénomène. Cette rupture est une rupture avec toute forme de totalité, il dit, de tout système qui sont nécessaires et inutiles. Si, comme pour Lévinas, le langage est déjà scepticisme, l'œuvre de langage est toujours déjà la ruine et en ruine. Pour Blanchot, comme pour Bataille, la souveraineté n'est rien, mais aussi soumission. Ça, c'est le neutre, le désastre. Mais le mot « rien » ici ne veut dire quelque totalité de la ruine, une ruine souveraine, mais la radicalité du neutre comme langage, comme désastre. Alors, comment est-ce que ce que nous avons considéré ici, une ou la politique de la ruine? Nous devons prendre le pas final vers une réponse. Avec Artaud et Blanchot, on comprend que leur lutte contre la technique était politique, car ils ont trouvé tous les deux que la question politique est enfin une question institutionnelle de l'établissement, des institutions sur lesquelles Platon se concerne dans Politère. Et deux mots sur Politère. Platon n'a pas écrit la République. Platon a écrit Politère,
les choses de la police. Circa 380 ans avant Jésus, Platon a vu Athènes écrasée au fin de la guerre de Péloponnèse en 404 AEC, et même si le système politique n'a pas changé beaucoup, c'était la fin de l'autonomie athénienne. Toutes les institutions civiques ont été modifiées. Platon a écrit Politeia nostalgiquement et spéculativement comme philosophe politique. Et Blanchot commence par proposer une interprétation originelle de l'exclusion des poètes hors de la cité prononcée par Platon dans la République. Lorsque, Blanchot dit, Platon chasse si rudement Homère de sa cité, c'est moins Homère qui le repousse que l'exégèse allégorique, laquelle écarte les mots du poète pour faire place à des vérités et à des messages. Platon coupe court à ce travail de sape en affirmant qu'il n'y a rien à extraire d'un poète, enfermé qu'il est dans un monde reflet et de surface. Je me demande s'il n'effondre pas mieux la vérité propre d'Homère. Comme pour Artaud, pour Blanchot, le texte littéraire est mythique et contre Platon. Le mythe, dit Blanchot, est un scandale pour la raison. Le mythe ne peut jamais se reposer sur un sens défini. On ne peut ni le résumer, ni l'interpréter, ni le représenter par d'autres images. Il est unique et fermé sur soi. Et voilà, le désastre qu'il dit. Ne me mette pas en question, mais lève la question. La faites disparaître, comme si avec elle, je disparaissais dans le désastre sans apparence. Le fait de disparaître n'est précisément en fait un événement, cela n'arrive pas. Non seulement parce qu'il n'y a pas de jeu pour en subir l'expérience, mais parce qu'il ne saurait y en avoir une expérience si le désastre a toujours lieu après avoir eu lieu. Le désastre est, dit Blanchot, ruine de la parole, défaillance par l'écriture, rumeur qui murmure, ce qui reste sans reste. Je dois finir. Mais, deuxième coda pour Bernard. En 2007, une série a commencé à Grand Palais, à Paris, nommée Monuments. Et les premiers monuments étaient deux en scène Kiefer. Et pour lui, les monuments ont été toujours Sternenfall, la chute des étoiles, désastre. Les images de Sternenfall sont vraiment les images de la ruine, beaucoup plus d'héroïne. Le Grand Palais, avec les vitrines très haut, incroyablement en haut, et les images de Kiefer, on peut regarder la comparaison entre les hommes et femmes et les ruines sont incroyables. C'est-à-dire l'idée d'Artaud et de Blanchot de quelque chose qui est totalement ruineux est dans l'art contemporain, comme dans la philosophie et l'économie et les sciences. Et ça, c'est l'image, ce sont les images entre Artaud, Blanchot, Anselm Kiefer et des autres qui ont venu à moi quand j'ai fini avec l'état de choc et les implications de choc total que Bernard a présenté à nous. Voilà. Merci bien.